Au cours de cette intervention, nous allons essayer de voir un certain nombre de questions y afférent aux institutions judiciaires et nous allons essayer d'y répondre. Voilà. D'abord, nous allons commencer par aborder les principes avant de voir les juridictions et leurs compétences. Alors, les principes qui gouvernent l'organisation judiciaire, on commence par le principe du monopole. Le principe du monopole signifie que seul l'État est habilité à rendre des décisions de justice. Donc un individu, peu importe son rang social, peu importe son titre, ne peut pas se lever un bon jour et de son propre chef pour créer des juridictions, soit pour lui, soit pour les citoyens. Donc seul l'État, en tant que puissance publique, peut être habilité à créer des juridictions. Les conséquences qui découlent du principe du monopole sont les suivantes. D'abord, un individu ne peut pas avoir de juridiction et également le juge saisi est dans l'obligation de rendre une décision de justice. S'il ne le fait pas, il commet ce qu'on appelle un déni de justice. Donc même si la loi n'existe pas, ou bien même si la loi elle est confuse ou ambiguë, le juge il est dans l'obligation de rendre une décision de justice lorsqu'il est saisi par les citoyens afin de régler un contentieux. Donc il ne peut pas dire qu'en cette matière-là, la loi n'a rien dit, ou bien ce qu'a dit la loi, ce n'est pas clair, pour s'abstenir de rendre une décision de justice. Donc voici les conséquences attachées au principe du monopole. Quand on dit que seul l'État est habilité à rendre des décisions de justice, donc cela produit comme conséquence que les autres ne peuvent pas créer des juridictions pour rendre des décisions de justice, mais également si l'État, par le biais de ces juridictions, est saisi, il doit rendre une décision de justice. C'est l'attente la plus naturelle. Cependant, il faut faire observer que la loi permet à un particulier de se comporter comme un juge si bien entendu il a été désigné par les parties pour statuer sur leur problème. C'est le cas de l'arbitrage. Donc on parle ainsi des modes alternatifs de règlement des différends. Il y a le principe de gratuité de la justice qui signifie que les justiciables ne sont pas tenus de payer aux juges pour que ceux-ci puissent rendre des décisions de justice. Cela montre toujours que la justice est un service public. Il y a le principe de continuité de la justice qui veut dire tout simplement qu'il ne doit pas y avoir une interruption dans le fonctionnement du service public de la justice. C'est ce qui explique qu'au Sénégal, les juges n'ont pas le droit de grève. Donc les juges ne peuvent pas se constituer en syndicat parce que le droit de grève leur est retiré. Donc ça vise tout simplement à garantir cette idée de continuité de la justice. Il y a le principe de publicité qui signifie que les décisions de justice sont rendues en audience publique. Cependant, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle les huis clos. Donc là, il n'y a pas l'assistance d'un public quelconque. Il y a le principe de la collégialité qui renvoie à la situation dans laquelle la justice est rendue par un collège de magistrats. Donc ce collège de magistrats, c'est minimum 3. Il y a deux types de collégialité. Une collégialité homogène, c'est ce qu'on appelle le principe de l'homogénéité, ou une collégialité échevinale, encore appelé le principe de l'échevinage. La collégialité est dite homogène lorsque, par exemple, les juges chargés de statuer sur une affaire ne sont que des magistrats professionnels. Alors que dans le cas de l'échevinage, il y a la coexistence ou bien la cohabitation
à l'audience entre des magistrats professionnels et des magistrats non professionnels. Il en est ainsi, par exemple, devant le tribunal du travail et devant le tribunal du commerce. Il y a le principe de l'inamovibilité qui signifie qu'on ne peut pas déplacer un magistrat sans son consentement, même s'il s'agit d'un avancement. Maintenant, ce principe ne vaut que pour les magistrats du siège, c'est-à-dire les juges. Mais les magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs, encore appelés magistrats debout ou magistrats du ministère public, ils ne sont pas concernés parce que ces magistrats-là sont interchangeables. Ils peuvent être déplacés. Maintenant, ce principe comporte une exception. Un magistrat du siège, tant bien même qu'il bénéficie du principe de l'inamovibilité, peut être déplacé en cas de nécessité de service. Mais ce n'est qu'à cette condition-là qu'on peut déplacer un magistrat du siège sans son consentement. Il y a le principe de l'indépendance de la justice qui signifie que le pouvoir judiciaire n'est soumis à aucun autre pouvoir, que ce soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. Donc les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. En ce qui concerne les principes qui gouvernent le ministère public, il y a le principe de la hiérarchie qui signifie que parmi les membres du ministère public, il y a des liens de subordination. Donc, ils ne sont pas aussi libres que les magistrats du siège parce qu'il y a une hiérarchisation, il y a un rapport hiérarchique entre les membres du ministère public. Il y a le principe de l'irrécusabilité qui signifie qu'à l'audience, on ne peut pas récuser le magistrat du parquet. Vous savez, quand il s'agit du magistrat du siège, si vous pensez par exemple qu'il a une certaine proximité avec votre adversaire dans le cadre du procès, vous pouvez demander sa récusation. Par exemple, vous avez un problème avec quelqu'un, vous partez au tribunal et le juge c'est son grand frère. Donc vous pouvez demander sa récusation. Mais quand il s'agit des magistrats du parquet, vous ne pouvez pas demander leur récusation. Pourquoi ils sont irrécusables? Parce qu'ils sont déjà des parties. Le magistrat du siège, il est récusable parce qu'on exige de lui une certaine impartialité. Donc il doit être impartial. C'est pourquoi quand il y a un risque, ou bien quand on commence à avoir des doutes quant à son aptitude à être impartial, on peut le récuser. Mais un magistrat du parquet, il est déjà une partie. Et donc il est fondamentalement partial. Il y a ce qu'on appelle également le principe de l'interchangeabilité qui signifie que les magistrats du parquet peuvent se remplacer entre eux. Contrairement aux magistrats du siège, les magistrats du parquet sont interchangeables. Maintenant, il y a également des interrogations sur le juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est celui qui est chargé de mener une enquête à charge ou à décharge pour déterminer la vérité. Donc, le juge d'instruction, il n'est là que pour la manifestation de la vérité. Il mène tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité. Voici la mission du juge d'instruction. En ce qui concerne la nomenclature des décisions de justice, vous retenez qu'une décision rendue par un tribunal, c'est un jugement. Une décision rendue par une cour s'appelle un arrêt. Une décision rendue par un arbitre s'appelle une sentence arbitrale. Une décision rendue par un juge unique, par exemple le juge d'instruction, s'appelle ordonnance. Donc quand la décision est rendue par un seul juge, ça s'appelle ordonnance. La différence entre arrêt de rejet et arrêt de cassation, dans un arrêt de rejet, le juge de la juridiction supérieure rejette les arguments de celui qui conteste
la décision. C'est-à-dire celui qui saisit, par exemple, la Cour suprême pour contester la décision de la Cour d'appel, si la Cour suprême confirme la décision de la Cour d'appel en rejetant vos arguments, ça c'est un arrêt de rejet. Mais si la Cour suprême considère que vous avez raison et la Cour d'appel a fait une mauvaise application de la règle de droit, donc la Cour suprême va casser la décision de la Cour d'appel. C'est ce qu'on appelle un arrêt de cassation. La différence entre juridiction spécialisée et juridiction de droit commun. Une juridiction de droit commun est une juridiction qui est compétente en toute matière, alors qu'une juridiction spécialisée est une juridiction qui est compétente uniquement pour les matières qui lui sont dévolues spécialement par la loi. Retenez que une juridiction est dite spécialisée lorsqu'elle n'a compétence que pour les matières qui lui sont spécialement dévolues par la loi, alors que la juridiction de droit commun, elle est compétente pour toute autre matière que la loi n'attribue pas spécialement à une juridiction spécialisée. Au Sénégal, la juridiction de droit commun, c'est le tribunal de grande instance. Il y a beaucoup de juridictions spécialisées, à savoir par exemple la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI. Il y a le tribunal d'instance, c'est une juridiction spécialisée, le tribunal du travail, le tribunal du commerce, toutes ces juridictions-là sont des juridictions spécialisées. Les juridictions de droit commun, juridiction spécialisée est en fait, maintenant, il faut faire également la distinction entre juridiction de premier degré et juridiction de second degré. Une juridiction